Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Sarah Marchand, je travaille au sein de la direction du conseil de BPI France en tant que pilote du DIAC Décarbonation, qui permet aux entreprises de réaliser leur bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et nous nous réunissons aujourd'hui pour parler d'un sujet clé de complémentarité entre deux démarches, la décarbonation d'une part et l'éco-conception d'autre part, ou plus particulièrement comment est-ce que l'éco-conception peut se mettre au service d'une stratégie de décarbonation. Si la mesure de l'empreinte carbone est une étape essentielle pour enclencher votre transition environnementale, elle reste une première marche. Et il faut aller plus loin. Et aller plus loin, ce n'est pas seulement réduire votre consommation énergétique, c'est aller plus loin en interrogeant le cœur même de votre activité. En particulier si vous êtes des industriels, en interrogeant, en zoomant sur vos produits, vos services, vos procédés, sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que l'éco-conception peut être un levier au service de la décarbonation. Et pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous Thomas Gendron, qui est directeur et cofondateur de Corpo Karma, ainsi qu'Annelle Deschamps, Chief of Staff du CEO d'Innocell, une entreprise qui conçoit et fabrique des piles à combustible hydrogène et qui a réalisé un DIAC décarbonation et un DIAC éco-conception avec donc Corpo Karma. Donc Thomas, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer déjà le sens de ces notions et puis pour nous expliquer comment est-ce que l'éco-conception peut être un puissant levier au service de votre stratégie de décarbonation. Merci Sarah, est-ce que vous m'entendez bien? Après oui, ça passe. Parfait. Hop. Le micro. Donc effectivement, je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment intéressant sur la partie le cœur d'une entreprise industrielle. Et finalement, si on essaie de comprendre d'où viennent les émissions, on peut faire un raisonnement assez simple, au-delà des chiffres que je vous présenterai dans un instant, c'est de se dire, une entreprise industrielle, son cœur de métier, c'est de concevoir, fabriquer, distribuer, vendre des produits. Et donc, qui dit que c'est son cœur de métier, dit que ça va être la majorité des flux physique. Et qu'est-ce qu'on vient faire dans un bilan carbone? On vient tout simplement mesurer les flux physiques d'une entreprise et associer des émissions de gaz à effet de serre à ces flux. Donc il n'est pas tout à fait illogique que finalement on se retrouve avec le chiffre de 50 à 99% des émissions qui vont être liées aux produits d'une entreprise, parce que tout simplement c'est son cœur de métier, ce qui anime l'ensemble de ses équipes au quotidien. On peut regarder les émissions en 4 blocs finalement. Alors pour ceux qui sont familiers du bilan carbone, ça va un petit peu vous parler. Scope 1 et 2, l'énergie que vous allez consommer sur les sites de vos entreprises, du gaz, de l'électricité et bien sûr d'autres sources également. Ça c'est 10 à 30% dans une entreprise industrielle. Et en général, on vient solliciter les équipes de production, les équipes responsables des infrastructures pour collecter ces données-là et améliorer. Ensuite, il y a le scope 3, dont on connaît tous, la majorité des émissions de toutes les entreprises. Et donc finalement, on peut le diviser en 3 blocs. La logistique, amont, pour pouvoir approvisionner les matières, et bien sûr l'aval, pour pouvoir distribuer les produits. 5 à 20%, en général, on travaille avec les équipes supply chain. Ensuite, achat de matières, premier poste d'émission pour la très grande majorité des entreprises industrielles. Et là, cette fois-ci, on vient travailler avec les achats, et pour la partie équipement, parfois la finance. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le seul moment où on sollicite les équipes produits et services, où là on les sollicite majoritairement, c'est pour le dernier bloc, utilisation des produits et des services, là où finalement on a déjà vendu le produit, mais on a besoin d'énergie, de consommables pour pouvoir utiliser et faire fonctionner ce produit-là. Et donc finalement, on se retrouve avec une espèce de dissonance parfois entre, dans une démarche de décarbonation, on vient travailler majoritairement avec les achats, la logistique, mais finalement, dans une entreprise industrielle, le cœur de la valeur, c'est le produit et on l'engage finalement très peu dans la mesure du bilan carbone. Et donc ça provoque 2-3 problèmes qu'on vient résoudre avec l'éco-conception. Pour embarquer la direction, il faut discuter valeur, il faut discuter fonction pour le client, valeur ajoutée par le client. Quand on parle d'éco-conception et de produits, on parle de cela. Deuxième point, c'est que finalement, les produits, c'est aussi eux, ou les équipes produits qui projettent l'entreprise dans le futur à 2-3 ans avec les futurs produits qui vont venir et donc les futures émissions qui vont être liées au cœur de l'entreprise.
Et donc c'est pour ça que l'éco-conception, c'est vraiment un levier très intéressant parce qu'on vient travailler l'usage du produit, sa valeur ajoutée pour le client, et donc on vient discuter business. On vient travailler comme sur le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie produit, donc ça ne change que très peu, on est juste au niveau du produit et non de l'entreprise. Et le dernier point qui est intéressant dans la mesure d'impact, c'est qu'on ne vient pas discuter carbone uniquement, mais on vient regarder plusieurs critères d'impact environnementaux, l'eau, la pollution, la santé humaine, etc. Et donc là, ce qui est intéressant sur ce dernier point, c'est que ça permet de faire le lien avec aussi les limites planétaires et avec d'autres typologies d'impact pour se dire, j'améliore l'impact de mon entreprise sur le climat, mais j'évite de dégrader sur d'autres facteurs environnementaux et surtout, j'essaie d'améliorer sur l'ensemble des facteurs environnementaux. Ça permet vraiment une meilleure ouverture d'esprit en travaillant sur la valeur du produit et son usage. En termes de levier, les deux premiers, vous allez les reconnaître. On vient réduire les consommations d'énergie, les consommations de matière. On vient utiliser des matières plus vertueuses. On débloque souvent avec l'éco-conception deux autres typologies de leviers qui sont les deux derniers. L'optimisation de la durée et de la fin de vie. Comment je fais un produit évolutif, comment j'arrive à le réparer, à le maintenir en vie dans le temps et comment j'assure le fait qu'il soit démontable pour être recyclable. Et le dernier point, encore une fois, qui est très intéressant d'un point de vue business, c'est que je viens travailler sur le design de mon produit, la fonction que j'apporte à mon client et pourquoi pas sur mon modèle d'affaires. Je prends deux exemples. Au niveau de la recharge, typiquement, on travaille avec des clients dans des dispositifs médicaux. Plutôt que de vendre 5 dispositifs médicaux, j'ai en vendre un qui est rechargeable et je vends 4 recharges supplémentaires. Ça coûte moins cher à tout le monde et la marge pour l'entreprise est également meilleure. Et si je prends sur l'économie de la fonctionnalité, je vous donne un exemple, par exemple dans le monde du jouet, on peut faire des très beaux jouets, mais les enfants, ils ont une fâcheuse tendance à changer de jouet assez rapidement. Donc si on peut arriver à louer les jouets plutôt qu'à les vendre, finalement, on a la même fonction pour l'enfant, c'est-à-dire le faire grandir en compétences de motricité, de réflexion, etc. Mais on vient fortement limiter l'impact environnemental. Donc tous ces éléments-là font que les démarches de décarbonation et d'éco-conception sont fortement complémentaires et on vient beaucoup plus travailler sur le volet produit. Quelques points, et donc c'est là où c'est intéressant aussi que la BPI travaille sur deux typologies de dispositifs en parallèle, c'est qu'il y a des fortes synergies entre ces deux approches. Collecte de données, je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà fait un bilan carbone, ou, oui, je vois quelques têtes qui se hochent, ou de l'éco-conception, c'est souvent, entre guillemets, un des facteurs donc, compliqués pour une entreprise d'arriver à collecter les données. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient collecter principalement les mêmes données dans les deux cas, des données de matière, des données de flux, donc de logistique, des données d'énergie. Bien sûr, des fois, on est au niveau de l'entreprise pour le bilan carbone, ou au niveau du produit ou d'un portefeuille de produits pour l'ACV, l'éco-conception. Mais globalement, c'est les mêmes typologies de produits, donc ça va beaucoup plus rapidement pour le faire lorsqu'on fait les deux démarches en parallèle. Et le deuxième point qu'on a souvent, la question c'est « Ok, mais si je fais mon bilan carbone et si je fais mon ACV, est-ce que j'obtiens le même résultat in fine en termes de valeur en CO2 ?» Alors initialement, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on avait deux bases différentes, par exemple au niveau de l'ADEME ou dans les bases de données utilisées pour des facteurs d'émission ou des facteurs d'ICV. Et globalement, les bases, elles ont tendance à fusionner. L'ADEME a tout mis dans la même base, la base empreinte aujourd'hui, donc c'est plus simple d'obtenir les mêmes résultats. Et on utilise pour aussi l'éco-conception et pour le bilan carbone une base de données EcoInvent qui est en gros qui regroupe tous les critères environnementaux qu'on peut utiliser dans l'ACV. Donc là, il y a des très très fortes synergies. Et après, en termes de synergie plutôt pour les équipes sur les impacts, lorsqu'on parle du produit, vous parlez à un chef de produit, un concepteur, un designer, quelqu'un qui gère l'approvisionnement ou un acheteur, vous lui parlez d'un produit spécifique, ça l'anime parce que c'est son quotidien. Comment je ramène de la valeur à mon client ou à l'autre équipe à côté de moi dans la chaîne de valeur. Et là, le gros avantage lorsqu'on parle du produit, c'est que c'est beaucoup moins conceptuel parce qu'on parle du quotidien des équipes. Donc ça, c'est un vrai plus. Et l'autre, c'est que finalement, lorsqu'on a identifié des actions d'éco-conception, on peut les réutiliser directement dans une trajectoire climat. Donc, ce n'est pas de travail, de projection dans le temps, de réduction d'émissions. On a le faire le travail une fois. Alors, bien sûr, une fois, on le projette au niveau de l'entreprise. L'autre, on le projette au niveau d'un produit ou d'un portefeuille de produits. Mais il n'y a pas à le faire deux fois. Les gains en termes de temps sont vraiment très forts. Et je passe peut-être la main à Sarah pour discuter un petit peu des dispositifs BPI associés. Merci beaucoup Thomas. Je vais en parler rapidement. BPI France propose deux diagnostics qui vous permettent de travailler sur votre stratégie de décarbonation et d'éco-conception. Il s'agit du DIAC décarbonation d'une part et du DIAC éco-conception d'autre part. Le premier, je l'ai dit rapidement en introduction, vous permet de réaliser votre bilan des émissions de gaz à effet de serre et également de définir un plan d'action pour réduire les émissions associées à votre activité, avec un premier chiffrage réalisé.
C'est un dispositif qui est réalisé sur une période de 6 à 8 mois, qui dure 12 jours, et avec lequel vous êtes accompagné par un expert. Pour ce qui est du DIAG éco-conception, ce diagnostic vous permet d'évaluer votre performance, la performance environnementale de vos produits, services et procédés, avec comme base l'analyse de cycle de vie, et là aussi de définir les meilleurs leviers d'éco-conception pour améliorer cette performance environnementale. C'est un dispositif qui s'étend lui aussi sur une période de 6 à 8 mois, 18 jours d'intervention, donc c'est un petit peu plus conséquent, là aussi accompagné par un expert. Je ne m'étends pas beaucoup plus parce que ce n'est pas l'objectif ici de faire la promotion de ces deux dispositifs. Sachez qu'ils sont subventionnés par l'ADEME. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez être recontacté, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de ces deux diags et puis on pourra vous mettre en relation. Et vous aurez tout à l'heure l'explication, enfin un rétex d'Innocell pour le petit teasing qui a réalisé ces deux diags. On va évoquer un dernier sujet avec Thomas, qui est celui de la compétitivité des entreprises concrétisée par l'éco-conception. Et je vous laisse la parole, Thomas. Donc là, effectivement, la question qu'on nous pose souvent, mais c'est quel peut être le ROI sur la démarche, comment je le valorise auprès des clients et même parfois auprès des équipes pour les motiver. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence quand même à avoir pas mal de recul sur les démarches carbone, sur les démarches d'éco-conception, notamment grâce au travail de l'ADEME, de la BPI et de pas mal d'acteurs, finalement, de fédérations professionnelles autour de ces sujets-là. Et ce qu'on voit, c'est que de façon assez claire, l'éco-conception, c'est une vraie source d'innovation pour les entreprises, tout simplement parce qu'on vient faire de nouvelles synergies, en général, entre les équipes. On vient découvrir le produit d'un point de vue physique et non d'un point de vue fonctionnalité uniquement ou d'un point de vue prix. Et souvent, une fois qu'un produit il a déjà été en place pendant quelques années, on discute de est-ce que je gagne 5% sur tel élément ou 5% sur tel élément en termes de prix. Est-ce qu'on peut me l'approvisionner plus vite? Est-ce que je l'optimise? Mais on oublie de reposer finalement toutes les bases du produit et qui font que ça apporte une valeur, une fonctionnalité au client. Souvent, ce qu'on voit, donc, quand on met toutes les équipes autour de la table, elles viennent découvrir de nouvelles sources d'innovation, comment on peut redesigner le produit de A à Z, comment on peut faire de la recharge, parfois comment on peut le vendre aussi différemment, notamment lorsqu'on implique les équipes commerciales. Et ça a été mesuré. Il y a une étude de l'ADEME, donc ils font un baromètre éco-conception tous les ans. Là, je vous ai mis quelques chiffres de 2020 qui a été réalisé auprès de 400 entreprises. Et dans 30% des cas, l'éco-conception, ça a été vraiment perçu comme une source de nouvelles innovations pour les entreprises. Donc 30%, c'est quand même pas négligeable. Ça permet vraiment de faire des gains significatifs, notamment en termes de valeur ajoutée pour le client. Si on prend l'aspect purement business, compétitivité, ça a permis d'améliorer en général les ventes des entreprises et aussi d'améliorer le taux de marge parce qu'on a répondu à certaines des attentes, c'est le point suivant, des parties prenantes sur plus d'engagement environnemental, une meilleure valeur ajoutée de ce point de vue-là. Mais on a également permis de reconcevoir le produit et souvent on a retravaillé les fonctionnalités liées au produit et ça permet d'améliorer et les volumes et la marge. Et ça, on le voit de plus en plus de clients. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'en général, lorsqu'on commence sur l'éco-conception, on commence sur 1, 2, 3 produits où on n'a pas encore la vision portefeuille. Une fois que vous avez fait quelques produits, ce qui est intéressant, c'est finalement de modéliser tous vos produits au sein de votre portefeuille et de réfléchir en rapport entre 1 euro de marge et, par exemple, 1 kg de CO2 en termes d'impact. Et ça permet aussi de prioriser vos ventes dans votre portefeuille en disant, si je pousse ce produit-là, qui est mon produit le plus impactant de mon portefeuille, globalement, je vais augmenter les impacts de mon entreprise. Par contre, si je pousse commercialement les produits qui ont le moins d'impact rapporté à l'euro de marge, je viens conserver la marge de mon entreprise tout en baissant mes impacts. Donc c'est aussi cette typologie de réflexion-là qui est intéressante à avoir avec l'éco-conception. Les 2 derniers points, je pense que vous les connaissez assez bien pour ceux qui travaillent dans le domaine du développement durable et de la RSE. C'est de plus en plus dans les critères de sélection des clients, notamment en B2B, mais également en B2C. Là, c'est un sondage de Bain auprès de beaucoup d'acheteurs pour les grands groupes où globalement, parmi les top 4 des critères de sélection, il y a la performance environnementale et la performance RSE de l'entreprise, mais également la performance environnementale du produit en tant que tel. Et ça, c'est vraiment important au travers de la CV de pouvoir communiquer avec des faits. C'est un peu le thème de la journée sur la vérité, mais de ne pas raconter n'importe quoi lorsqu'on parle d'impact environnemental des produits. Et enfin, c'est une attente forte des investisseurs
Donc si vous avez une levée de fonds, si votre investisseur veut sortir ou tout simplement question de revalorisation de l'entreprise, l'impact environnemental c'est clé. Et de plus en plus, les banques, notamment dans de la levée de dette sur des prêts qui vont être indexés sur la performance durable, ils vont demander à ce que l'éco-conception soit intégrée dans la stratégie produit et parfois également demander une amélioration d'impact de manière quantifiée. Et sur la réglementation, il y en a certaines que vous connaissez déjà, CSRD, les filières REP, bien sûr, où on vous demande un plan d'éco-conception pour être conforme, les éco-scores. Et ce qui va arriver au niveau européen, c'est l'ESPR. On va en fait avoir un passeport digital produit qui va commencer à demander des informations environnementales. Alors ça ne se déploie pas en Big Bang sur 100% des produits d'un coup, mais on va travailler sur les produits en métal, les textiles, le mobilier, la chimie et l'électronique dans un premier temps. Donc c'est quand même beaucoup de produits concernés, où pour pouvoir être conforme, il va falloir mesurer l'impact de son produit de manière assez précise et en conformité avec les directives européennes. Une des chances là-dessus, c'est que ça commence à s'harmoniser au niveau européen, typiquement sur comment on mesure l'impact d'un t-shirt, c'est quelle taille qu'on mesure, c'est sur quelle typologie d'approvisionnement. Donc on commence à avoir des choses harmonisées et comparables, et ça c'est une très bonne nouvelle. Pour illustrer tout cela, je vais passer la parole à Innocell pour expliquer comment la démarche a fonctionné, finalement qu'est-ce que ça leur a apporté. Merci Thomas pour la transition. Très rapidement, pour remettre dans le contexte, Innocell fournit des groupes électrogènes hydrogène alimentés par notre propre pile à combustible. Pour vulgariser un petit peu plus la technologie, la pile à combustible, on peut l'assimiler à un genre de boîte noire dans lequel on va injecter de l'hydrogène et on en ressort une quantité d'électricité, une quantité de chaleur et une quantité d'eau. Donc aujourd'hui, nous, on a commencé à travailler, depuis quelques années maintenant, on fournit cette pile à combustible comme alternative au moteur diesel. Et donc en 2024, donc l'année dernière, on a décidé de réaliser notre bilan carbone et notre analyse de cycle de vie de notre pile à combustible, la pile à combustible Innocell Z300S. Pourquoi on a fait ça ? Pour 3 grandes raisons. Tout d'abord, pour rester cohérent par rapport à notre stratégie RSE. Aussi par rapport à la maturité de l'entreprise. Son agilité qui permettait finalement de pouvoir faire des modifications de design produit, des modifications de structuration, d'organisation de l'entreprise beaucoup plus facilement qu'une grosse entreprise déjà bien installée. Et dernièrement, comme l'a expliqué Thomas aussi, l'attente client, puisque vis-à-vis du scope 3 notamment, on a besoin aussi de montrer davantage patte blanche. Et donc on a décidé de prendre de l'avance là-dessus en proposant le bilan carbone et l'ACV. Donc maintenant, d'un point de vue vraiment pratique, comment ça s'est passé ? On a d'abord fait une demande de subvention auprès de Bpifrance pour le DIAG Décarbonation, donc pour le bilan carbone, et le DIAG Éco-conception pour la CV. Ensuite, on a décidé de partir avec Corpo Karma, qui est référencé Bpifrance, et aussi notamment pour les connaissances de Corpo Karma sur les technologies complexes comme la pile à combustible. Ensuite, on s'est lancé dans une vraie gestion de projet, à commencer par une phase de sensibilisation, d'éducation auprès d'Innocell par Corpo Karma pour bien comprendre pourquoi on fait ça et comment on va le faire. Ensuite, c'est déroulé une phase assez fastidieuse tout de même de collecte d'informations. Cette collecte de résultats est extrêmement importante. On y passe du temps, mais ça nous permet de créer la base lorsqu'on est une entreprise, une start-up comme Innocell, de créer la base et d'accompagner la croissance de l'entreprise avec ses documentations et avec ses process. Ça nous a permis aussi finalement de créer notre ERP. Et c'est important de passer du temps là-dessus pour récupérer une qualité de données qui nous permettra par la suite d'avoir un résultat bilan carbone et ACV qui soit le plus précis possible. Et comme l'a expliqué aussi Thomas, finalement ACV, bilan carbone, les données se rapprochent aussi. Donc c'est aussi pourquoi c'est intéressant de faire ces 2 diagnostics en même temps. Et enfin, on a la phase de résultats.
de restitution des livrables et création de roadmap pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir améliorer le bilan carbone et la CV de notre produit. D'un point de vue résultat, je vous en partage un qui est intéressant dans notre cas. Finalement, sur la partie ACV, 95% des impacts viennent de l'utilisation de notre pile. Pourquoi ? C'est notamment par rapport à la nature de l'hydrogène qui peut être utilisé. On peut avoir de l'hydrogène vert, donc de l'hydrogène décarboné, comme de l'hydrogène gris, par exemple. Je ne vais pas vous présenter toutes les couleurs d'hydrogène, c'est un vrai arc-en-ciel. Je vous propose juste ces deux catégories d'hydrogène. En termes d'action, on a pu réaliser avec Corpo Karma une vraie roadmap. Sans surprise, elle se décompose de quick wins et de redesign. Sur les quick wins, ça va être de la structuration interne, de la sensibilisation des employés, des ateliers, etc. Et sur la partie plus externe, la sensibilisation des clients, notamment sur cette phase d'utilisation. Donc ça va être de l'éducation pendant toute la gestion de projet avant implantation du générateur. Et ça va passer aussi par des partenariats, notamment avec des partenariats de fournisseurs d'hydrogène vert. Aujourd'hui, nous, on est partenaire avec Life pour pouvoir pousser l'utilisation de l'hydrogène vert. Et enfin, évidemment, les pistes de redesign produit qui, elles, pour le coup, sont confidentielles. Pour finir, je vais parler très rapidement des bénéfices. Nous, le fait de faire le bilan carbone et la CV, ça nous a permis aussi d'avoir une mobilisation interne de nos employés qui sont très touchés, très impactés par la décarbonation. Et donc, ça va rejoindre aussi le dernier point qui est la marque employeur. Avoir une entreprise engagée aujourd'hui, je ne vous le cache pas, mais ça attire et ça fidélise les talents. Ça nous a permis aussi d'avoir un vrai comparatif CO2 face au diesel, avec des vrais chiffres, ce qui nous permet de savoir aussi les quantités de CO2 évitées, que ce soit par jour, par semaine, par mois, voire par an. Et bien évidemment, avec cela, d'être beaucoup plus compétitif face aux clients. Et bien évidemment, pour répondre à des appels d'offres et des appels à projets. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que on est très bien accompagné. Et c'est très facile de passer à l'action pour pouvoir réaliser son bilan carbone, pour pouvoir réaliser son ACV et pour pouvoir mettre en place des actions d'amélioration. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Anaëlle pour ces éclairages. J'espère que toutes et tous, ça vous donne envie de passer à l'action et ça vous permet de comprendre comment est-ce que ces démarches peuvent être de vrais leviers de résilience et de compétitivité, qu'elles soient réalisées l'une après l'autre ou même en parallèle. Donc merci encore. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions-réponses. Alors si vous en avez... Bonjour. Voilà, je suis en train de repenser, comme ça, pardon, à repenser à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Vous vous souvenez des t-shirts ? Et en fait, j'ai du mal à voir, c'est peut-être le point d'ombre pour moi, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire de l'éco-conception sans penser au fait de la surproduction. Enfin, voilà quoi. Je trouve que là, quelque part, il y a quelque chose qui empêche de pouvoir commencer ou recommencer à faire des t-shirts parce qu'on sait, on en a tellement, quoi. Par exemple, voilà. J'ai besoin d'avoir une réponse sur ça. Je pense qu'il y a effectivement deux volets là-dessus. Et c'est un des points que je mentionnais sur l'augmentation des volumes de vente. Effectivement, il ne faut pas voir l'augmentation des volumes de vente comme une fin en soi. La question, c'est la première, c'est est-ce qu'on vient ajouter finalement au volume total de vente ou est-ce qu'on vient remplacer avec une solution plus vertueuse des choses qui existent déjà. Donc dans le cas de votre t-shirt, ça pourrait être de se dire je viens remplacer ma production actuelle par des t-shirts beaucoup moins impactants. Donc globalement, je viens baisser les impacts. Si j'en vends plus, effectivement, pour baisser les impacts globaux, il faudrait que ça vienne prendre des parts de marché aux autres. Et là, ce qui est intéressant de noter, dans le cas d'Inocel, comme dans le cas d'un certain nombre de solutions, c'est qu'on parle de plus en plus de scope 4 et d'émissions évitées. Et donc finalement, dans le cas d'Inocel, l'idée, c'est de se dire, je viens fournir une technologie qui non seulement
On a bien designé la pile à combustible, elle est moins impactante que la moyenne des piles à combustible, mais également je viens éviter aux clients beaucoup d'impact comparé, dans ce cas-là, au moteur diesel. Et ça commence à chiffrer et à se valoriser. Et donc plus on va pouvoir encourager et envoyer les investissements d'une certaine manière vers des produits qui vont être beaucoup plus vertueux que les autres, plus on va pouvoir décarboner le marché d'une manière générale. Il y a une initiative intéressante qui s'appelle Climate Dividends, que je vous invite à regarder si vous voulez vous renseigner là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à 17h avec nous. Et puis, bonne fin de journée à toutes et tous.